Bonsoir, je vous propose ce soir d'écouter une audition qui s'est déroulée ici au Sénat ce matin sur l'évolution de la pêche maritime. Le thème, comment concilier exploitation et préservation des ressources halieutiques. Alors cette audition est organisée par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un organisme présidé par le sénateur Bruno Sido, qui a pour mission d'informer le Parlement sur ses choix scientifiques et technologiques. Alors précisément, nous allons écouter une table ronde sur la réforme de la politique commune de la pêche. Cette politique commune est-elle à la hauteur des enjeux? ONG et producteurs de pêche vont tenter de répondre à cette question. Je voudrais donc tout de suite passer à cette deuxième table ronde qui devait nous éclairer sur les effets de la réforme de la politique commune de la pêche par rapport aux enjeux qui sont en cause. Je voulais y recueillir les points de vue des différents acteurs, bien sûr les ONG, les associations qui sont très bien représentées, et puis les pêcheurs qui n'ont pas cru devoir rester. Je ne sais pas si c'est une bonne posture. En général, il vaut mieux être présent quand on débat de sujets et avoir une contradiction sereine. Et c'est ainsi que c'était l'esprit de mon rapport, c'était l'esprit de toutes les rencontres que nous avons initiées au moment de ce rapport. Et c'est l'esprit que j'ai rencontré chez les scientifiques, aussi chez beaucoup d'organisations de pêche. Et je pensais qu'il y avait de grands progrès. Bon, il me semble que depuis quelque temps, le climat soit moins bleu, moins rose, je ne sais plus. Donc j'en prends acte et la table ronde sera bien sûr limitée au point de vue des organisations de protection de l'environnement qui sont fait entendre avec force récemment au moment du vote du Parlement européen sur la politique à propos de la réglementation de la pêche profonde, et elles ont suscité un large mouvement d'opinion puisque l'association Bloom, qui est représentée par Madame Nouvian, a, je crois, obtenu plus de 800 000 signatures de soutien à sa pétition contre le chalutage en eau profonde. C'est un chiffre considérable qui témoigne d'une véritable prise de conscience collective et dont nous, politiques, ne saurions faire abstraction. Alors je regrette que, encore une fois, M. Romiti ait cru devoir décliner notre invitation, enfin, et défendre le point de vue des acteurs de la pêche, sans lesquels on ne peut rien faire, mais nous n'allons pas pour autant interdire de parole les organisations qui sont présentes, et je vais donc leur donner la parole. Dans un premier temps, ce sera Madame Élise Petre, qui, je crois, est une ancienne de l'Université de Bretagne occidentale. Oui, bonjour. Une ancienne élève de l'Université d'Agrocampus Ouest halieutique. Située du côté de Brest. À Rennes. Il y a une antenne à Brest. Il y a une antenne. Non, je suis un peu chauvin là, parce que... Et donc, je vous remercie, Monsieur Clague, pour l'invitation et pour nous laisser l'opportunité de nous exprimer au cours de cet échange, de cette audition. Parce qu'en effet, on parle depuis ce matin de pêche, d'écosystèmes marins et de poissons. Et le poisson est un bien commun. Donc, c'est vrai qu'en tant que représentant de la société civile, on est content d'être autour de la table. Ça nous semble indispensable et nécessaire pour justement avoir des débats complets. Donc, on peut dans ce cas-là que regretter en effet l'absence des représentants de la profession. Donc sur la thématique que vous souhaitiez qu'on aborde, donc sur la réforme de la politique commune de la pêche, est-elle à la hauteur des enjeux? C'est vrai que c'est une réelle question. Dans un premier temps, on peut peut-être revenir sur l'origine de cette réforme, se dire que c'était une réforme nécessaire. Nécessaire dans le sens où, comme vous le disiez dans votre rapport, le constat de 30 années de politique commune de la pêche était plutôt amer, dans le sens où on avait un réel constat d'échec. Pourquoi? Parce que la politique avait 4
quatre piliers, on va dire, que l'on peut regretter, qui était un pilier productiviste. La pêche a été calquée sur un modèle agricole, alors qu'un poisson ne se produit pas, il se capture dans le cadre de la pêche. Donc on est dans le cadre d'une activité de cueillette. Donc à partir de là, quand on essaye d'établir des modèles basés sur une production, en effet, on arrive à certaines limites. La politique commune des pêches était aussi jusqu'à présent très centralisée. C'était une politique qui était basée sur donc, des décisions prises essentiellement à Bruxelles, qui étaient donc loin du terrain et qui du coup compromet de fait dès le départ l'acceptabilité et la pertinence des différentes mesures qui peuvent être appliquées. Ensuite, c'était une politique qui était menée à court terme, et alors que la pêche, tant pour la ressource que pour les pêcheurs, nécessite une vision à long terme. Et enfin, c'était une politique basée, comme on l'a vu, essentiellement sur du gaspillage, un gaspillage de ressources, avec, donc on en a longuement discuté, cette pratique des rejets, mais également un gaspillage financier, puisque de nombreuses subventions ont été utilisées à mauvais escient et ont généré de la surcapacité et donc les problèmes qu'on lui connaît. Les conséquences donc, de cette politique sont ceux qu'on a pu voir ce matin. C'est une érosion de la biodiversité, c'est une surexploitation des stocks. Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été présenté sur le sujet, mais il y a un réel problème aujourd'hui de surexploitation des stocks, même si on peut reconnaître que pour certains stocks, la tendance semble s'améliorer. Mais globalement, on est quand même encore dans une situation de stocks surexploités. La Commission le rappelait encore en 2013, il y a 39% des stocks connus en Atlantique Nord-Est qui sont surexploités, 88% pour la Méditerranée, donc c'est quand même une situation de laquelle on ne peut se satisfaire. Mais au-delà des conséquences environnementales, il y a également aussi des conséquences sociales et économiques. Quand on voit que depuis les années 50, on a perdu 2/3 des emplois marins, qu'on a perdu 35% des entreprises de pêche, on se dit que là aussi, il y a un échec de cette politique commune de la pêche. Donc face à ça, en effet, une réforme était nécessaire. Il a fallu revoir un peu les règles, le fonctionnement des politiques des pêches, pour avoir une politique plutôt basée justement sur, d'une part, un peu l'urgence, la reconstitution des stocks, et d'avoir une ressource saine qui soit exploitable durablement. Mais aussi donc une réforme qui puisse mettre fin à la surcapacité. La surcapacité génère de la surpêche et génère aussi un manque de rentabilité. Mais une réforme également qui mette fin aux subventions nuisibles aux écosystèmes, mais également aux pêcheurs. Une réforme donc, avec une nouvelle politique des pêches qui doivent mettre fin à des pratiques non durables, que ce soit les pratiques d'impact qui impactent les écosystèmes, qui génèrent des rejets. Et enfin, donc une réforme était nécessaire pour mettre en œuvre justement une gestion au plus proche du terrain et intégrant l'ensemble des parties prenantes, puisque comme le rappelait M. Curie, c'est l'intégration de l'ensemble des parties prenantes qui permet une réelle bonne gestion de la ressource. Donc face à cela, est-ce que la réforme de la PCP a répondu à tous ces enjeux ? Regardons les résultats qu'on a aujourd'hui, puisque le règlement de base est aujourd'hui publié. Le règlement de base, donc, dans cette nouvelle PCP, on va dire que globalement, il y a une tendance positive. La politique commune des pêches va vers du mieux, mais il y a quand même quelques points négatifs que je souhaiterais souligner aujourd'hui. La tradition veut qu'on commence par le négatif et je viendrai sur le positif ensuite, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'un des points négatifs de cette politique commune de la pêche, c'est qu'en fait, en termes d'objectifs de reconstitution des stocks, qui est quand même, je vais le rappeler, un gros enjeu pour la politique commune de la pêche, l'objectif a été fixé à minima. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif fixé, donc je ne vais pas revenir sur le débat qu'il y a eu sur le rendement maximal durable, mais l'objectif qui a été fixé ne garantit pas une reconstitution des stocks d'ici à 2020, voire même plus tard. Donc c'est quand même un gros point noir pour cette nouvelle politique commune de la pêche. On aurait pu et on aurait dû aller plus loin dans les objectifs et dans l'ambition de cette politique commune de la pêche. Mais heureusement, cette politique apporte quand même du mieux. Cette nouvelle PCP apporte des choses positives. On peut penser notamment, donc c'est vrai qu'on a eu aujourd'hui de belles présentations sur l'importance de la science dans la gestion de la pêche et dans la connaissance du milieu marin. La nouvelle politique commune des pêches impose le respect des avis scientifiques, ce qui est une très bonne chose, notamment quand on sait que
Jusqu'à présent, par exemple sur les 10 dernières années, seuls 13% des TAC et quotas respectaient les avis scientifiques. Le reste était souvent au-delà des avis scientifiques. Donc on espère que cette nouvelle PCP puisse justement améliorer un meilleur respect, vraiment une gestion basée sur les avis scientifiques, non seulement pour les mesures connues comme les TAC et quotas, mais également pour cette approche écosystémique dont on parle beaucoup, mais qui dans les faits se concrétise très peu. Donc on espère vraiment que cette nouvelle politique commune de la pêche qui met l'approche écosystémique en avant va vraiment apporter on va espérer vraiment que les gestionnaires vont se saisir de cette approche écosystémique pour la gestion des pêches. Notamment tout à l'heure Didier Gasquel faisait référence à l'approche par flottille. Parce que souvent l'approche écosystémique est mise de côté, mise à part de par sa complexité. On a aujourd'hui des éléments qui nous permettraient de nous rapprocher de cette gestion écosystémique, qui est l'approche par flottille. C'est des choses desquelles les gestionnaires devraient se saisir. Un autre point positif, donc au-delà d'une meilleure intégration de la science dans cette nouvelle PCP, c'est le développement des plans pluriannuels de gestion. Il me semble que dans votre rapport, vous souleviez le problème d'une vision à court terme de la gestion des pêches. Et là, en fait, ces plans pluriannuels de gestion sont un peu la colonne vertébrale de cette nouvelle PCP qui vont permettre justement d'avoir une approche par pêcherie et qui vont répondre à différents besoins. D'une part, un besoin d'avoir une gestion au plus proche des réalités du terrain, intégrant l'ensemble des acteurs. Donc non seulement les pêcheurs, qu'il faut remettre au centre de la gestion, mais également les autres parties prenantes, l'administration, les scientifiques, la société civile, pour définir ensemble les mesures de gestion par pêcherie. Et enfin, donc aussi, ces plans pluriannuels de gestion répondent à un autre besoin qui est la vision à plus long terme, justement d'éviter de rester dans cette gestion à court terme et d'offrir une visibilité à long terme pour les différentes pêcheries. Un autre point également positif de cette nouvelle PCP, c'est qu'elle propose une pêche moins impactante dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il y a ce que j'entends par une pêche moins impactante, il y a 3 différents volets qui sont intégrés dans cette politique commune des pêches. C'est la question des rejets. En effet, cette nouvelle PCP a l'avantage de vraiment prendre à bras-le-corps le problème des rejets, avec l'obligation de débarquement dont on a longuement discuté, mais en effet, c'est une obligation de débarquement qui doit être accompagnée d'une mesure en amont qui est l'amélioration de la sélectivité des engins et des pratiques pour justement éviter ces captures accessoires à la base. Donc, il y a ce premier point des rejets. Il y a également aussi la mise en place de zones de reconstitution des stocks de poissons, qui est un point très positif également de cette réforme. Et enfin, donc, sur cette pêche moins impactante globalement, il y a la mise en place de nouveaux critères d'accès à la ressource, c'est-à-dire que maintenant les États membres devront mettre en place des critères d'accès objectifs et transparents, favorisant les pêches les moins impactantes à la ressource, pour avoir accès à la ressource. Donc c'est quand même globalement positif. Et enfin, un dernier point qui nous semble très positif également, c'est que cette nouvelle PCP devrait mettre fin à la surcapacité. Avec cette nouvelle politique, les États membres vont être obligés d'établir un rapport, donc d'évaluer leur capacité et de la mettre en adéquation avec les possibilités de pêche. C'est-à-dire qu'ils devront identifier les zones surcapacitaires, établir des plans d'action afin justement de supprimer la surcapacité et d'avoir une capacité de pêche en adéquation avec ce que le milieu est capable de fournir. Et donc, c'est vraiment sur ce point que je veux insister, c'est que même si, tout à l'heure je citais l'exemple du RMD qui aurait dû aller plus loin dans cette réforme, donc on voit qu'il y a quand même quelques bémols, mais globalement, la nouvelle politique commune des pêches va vers du mieux, va vers du positif. Et donc, on voit que cette nouvelle PCP pourrait répondre à la question justement de concilier exploitation et préservation de la ressource si elle est bien appliquée. Et j'en viens là, c'est vrai, au problème d'aujourd'hui, c'est de dire que le cadre européen aujourd'hui a été fixé. Le FEAMP, donc, qui est l'instrument financier qui va accompagner cette PCP, devrait être très rapidement aussi achevé. Donc maintenant, il va dépendre maintenant des États membres de la bonne application et la bonne mise en œuvre de cette politique commune de la pêche. Et aujourd'hui, donc c'est vrai que les États membres ont les outils, avec cette nouvelle PCP et ce nouveau FEAMP, auront les outils pour la mise en œuvre d'une pêche durable qui soit respectueuse de l'environnement, mais également rentable et pourvoyeuse d'emplois.
les États membres ont en gros les clés en main pour justement mettre en œuvre cette politique commune de la pêche pour développer une pêche durable au niveau national. Sauf qu'à l'heure actuelle, on peut constater, c'est vrai que c'était cité dans le rapport de la Cour des comptes, que la politique, notamment en France, la politique des pêches était essentiellement une politique de gestion de crise, un peu la politique du pansement. Donc on essayait de répondre à des crises par des subventions, par certaines décisions. Et une vision claire et stratégique de quel est l'avenir que l'on souhaite offrir à la pêche a fait défaut en France et c'est la ressource et les pêcheurs qui en ont les premiers pâtis. Donc aujourd'hui, on espère vraiment que la France va pouvoir développer cette vision stratégique qui aujourd'hui n'est pas connue. On ne sait pas si elle existe, mais en tout cas, on ne la connaît pas. Et donc on incite vraiment la France à avoir une vision pour l'avenir de la pêche. On parle beaucoup du navire du futur, mais qu'en est-il de la pêche du futur? Vraiment, quelle est la pêche que la France souhaite avoir pour les 5, 10, 15 prochaines années? Et pour cela, c'est vrai qu'on insiste tout à fait sur le fait que cette vision devrait être établie de manière transparente et objective avec l'ensemble des parties prenantes, et nous sommes tout à fait ouverts à participer à la définition de cette vision. Je vous remercie. Merci madame. Merci madame. Je vais passer la parole à madame Bourges pour le point de vue de WWF. Oui, moi je représente Greenpeace, mais on s'entend bien avec la WWF. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, pour votre invitation. Du coup, je vais commencer en disant que je souscris pleinement au constat qui a été présenté par Élise sur l'ensemble de la PCP. Et je vais, moi, me concentrer sur un point particulier que personne n'a abordé jusqu'ici, ou à peine, et qui fait écho à l'un des points centraux que vous évoquiez dans votre rapport de 2008, qui est celui du système des quotas et plus généralement de l'accès à la ressource. Donc dans votre rapport, vous présentez les limites du système actuel, tant au niveau européen que national d'ailleurs, et notamment vous soulignez le fait qu'en France, et toujours au niveau européen aussi, la répartition des quotas est fondée principalement sur les antériorités ou les droits historiques. Et en 2008, votre rapport concluait qu'il n'existait pas d'incitation réglementaire à développer une pratique durable. En tout cas, ça n'existait pas dans la façon dont les quotas étaient distribués. Et de fait, la nouvelle PCP, qui a été adoptée récemment, offre désormais une opportunité de changer cet état de fait, puisque la nouvelle réglementation de base fixe un objectif clair pour les activités de pêche. Elles doivent être menées de manière à assurer leur durabilité d'un point de vue environnemental. Donc on sort du schéma de l'ancienne PCP et des anciennes PCP de la trentaine d'années qui vient de s'écouler, dans lesquelles les objectifs de la politique de pêche étaient non hiérarchisés et parfois contradictoires entre là on a un cap clair qui est établi sur la durabilité environnementale des activités de pêche. Donc, Élise a parlé des différentes mesures qui pouvaient être mises en œuvre pour atteindre cette durabilité environnementale. Donc, voilà, la réduction des rejets, l'atteinte du RMD et, si possible, aller au-delà. Je ne reviendrai pas dessus en détail. Mais il y a une mesure qui devrait retenir l'attention des décideurs politiques et des parties prenantes dans cette nouvelle PCP. C'est une mesure qui s'adresse aux États membres pour qu'ils revoient le système d'allocation des droits de pêche. Alors, je voudrais juste faire une parenthèse ici. Quand je parle de droits de pêche, je ne parle pas seulement de quotas, je parle aussi de licence, je parle vraiment de comment on accède à la ressource. Et droit de pêche, dans ma bouche, ça ne veut pas dire droit privé ou commercialisable. La Commission européenne avait essayé dans un premier temps, pendant le processus d'élaboration de la PCP, de répondre à la question de la surcapacité en tentant d'imposer aux États membres et aux parlementaires le système des quotas individuels transférables, ce qui n'a pas marché et ce dont se félicitent les ONG ici présentes. Et si l'individualisation des quotas peut être une piste intéressante, en tout cas, leur commercialisation pose
le problème de la privatisation d'une ressource commune et de la concentration des droits de pêche dans les mains de quelques-uns. Voilà, parenthèse refermée sur ce point. La tactique de la Commission d'essayer d'imposer les QIT n'a pas fonctionné, mais le résultat du travail en trilogue de la Commission, des parlementaires européens et des ministres en charge des pêches est plutôt intéressant. Et c'est l'article 17 de la nouvelle PCP qui propose une nouvelle façon de faire et qui demande aux États membres, à partir du 1er janvier 2014, donc on y est, d'utiliser des critères transparents et objectifs, y compris des critères à caractère environnemental et social et économique, dans l'attribution des possibilités de pêche par les États membres. De même, les États membres doivent s'efforcer de proposer des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement. Donc cet article, il est vraiment important dans le sens où il propose un véritable schéma de réforme de l'accès à la ressource pour les professionnels. Il propose et il impose, puisque c'est une réglementation à mettre en œuvre. C'est intéressant aussi de noter que le nouveau système, doit être transparent, puisque la réglementation française pour la répartition des quotas existe aujourd'hui, mais sa mise en œuvre demeure relativement opaque. Il est difficile, par exemple, de savoir selon quels critères exacts un sous-quota qui est attribué à une OP est distribué entre ses différents adhérents. Ça reste assez difficile à comprendre, savoir, ça reste très peu transparent. Mais le manque de transparence du système actuel est forcément un frein au développement d'un modèle nouveau, puisque la priorité, c'est de faire la lumière sur comment ça marche aujourd'hui, pour connaître les faiblesses du système actuel et pouvoir y parer avec des garde-fous adaptés dans le nouveau système. Même si ce système est peu transparent, il y a un élément qui est bien connu, qui est celui du poids des antériorités dans l'attribution des quotas. Et articuler la répartition des quotas uniquement, enfin quasi uniquement sur les antériorités, maintient un statu quo qui n'est plus possible de soutenir, étant donné que un grand nombre de stocks de poissons demeurent dans un état biologique voilà, plus que critique, et que la rentabilité économique de nombre d'armements est elle aussi déplorable. Donc on ne peut pas rester dans ce statu quo qui est alimenté par le recours systématique aux antériorités pour donner le droit de pêcher à ceux qui pêchaient déjà avant. Voilà. Donc la mise en œuvre de l'article 17, elle est certes une obligation réglementaire, mais je pense qu'il serait intéressant de la prendre comme une opportunité à saisir, une chance, pour instaurer un cadre qui favorise les activités de pêche les plus durables, ce cadre n'existant pas aujourd'hui. Donc, nous savons que l'administration française a d'ores et déjà entrepris la révision de l'arrêté de 2006 qui décrit le mode de répartition et de gestion collective des quotas. Et nous pensons qu'il est urgent d'élargir ce travail en ne se limitant pas au contenu de l'arrêté de 2006, notamment parce que plusieurs stocks ne sont pas soumis aux quotas, dont la quasi-totalité des stocks de Méditerranée, par exemple. Et ils méritent, ces stocks méritent aussi qu'on se penche sur la façon dont on les gère de par l'accès à la ressource. Donc il s'agit d'un travail de fond qui pourrait engager une transition vers un modèle de pêche plus durable, en assurant notamment un rééquilibrage dans l'accès aux ressources en faveur de la petite pêche côtière durable, dont les armements sont économiquement rentables et qui produisent des poissons de qualité qui se vendent plutôt bien sur le marché. Alors, il ne s'agit pas de mettre fin à la pratique de la pêche industrielle ou de la pêche des armements intermédiaires, ce n'est pas là mon propos, puisque mettre tout le monde à la pêche dans la bande côtière serait évidemment un non-sens économique et écologique. Mais cela étant, on est dans un état de fait aujourd'hui où un rééquilibrage est nécessaire, et notamment dans le cadre d'une réduction de la capacité qui est inévitable, qui a été soulignée par le panel de scientifiques, qui est soulignée dans votre rapport de 2008, qui est un impératif de la PCP, de réduire cette capacité, et on ne peut pas le faire n'importe comment. Et dans le cadre de cette réduction de capacité, il serait intéressant de faire une place à ceux qui ont les meilleures pratiques. Voilà. Et notamment des pratiques sociales, puisque c'est ce que dit l'article 17, c'est que désormais, les critères utilisés pour répartir les
droit d'accès doivent intégrer une dimension sociale et économique. Et on sait que la petite pêche fournit plus d'emplois par tonne de poissons pêchés que la grande pêche industrielle, en tout cas en France. Donc la mise en œuvre de ce chantier de réforme, sans la restreindre à la question des quotas, est une nécessité. Et j'illustrerai le propos par un exemple qui est en train de se passer aujourd'hui, qui est celui de la gestion du bar. Le bar est une espèce qui n'est pas sous quota. Le bar est une espèce dont le stock est en train de s'effondrer, enfin de vraiment diminuer très fortement. Et donc la question se pose de savoir quelles mesures de gestion on met en place pour éviter que le stock ne finisse par s'effondrer. Donc est-ce qu'on le met sous quota ou pas? C'est une question. Est-ce qu'on ferme la pêche pendant les périodes de reproduction? Est-ce qu'on limite l'activité de certains engins par rapport à d'autres? Comment on organise le partage avec les flottes des autres pays? C'est autant de questions que les professionnels sont en train de se poser aujourd'hui. Ils n'ont pas tous le même avis sur la question, et ça, je ne sais pas si tout le monde est au courant, que les professionnels n'ont pas tous le même avis sur la question. Et donc voilà, cet exemple montre qu'il est important aujourd'hui de se pencher sur la question de la réforme des droits d'accès aux ressources et avec tout le monde. Pour mener cette réforme qui serait structurante, enfin qui serait très déterminante dans le futur de la pêche française, évidemment, il faut savoir quelle est la vision du gouvernement pour la pêche française sur le long terme. Et là, je rebondis sur les propos d'Élise et voilà, enfin, je redis la même chose. C'est-à-dire que cette vision, si elle existe, n'est pas partagée, on ne la connaît pas. Encore une fois, le CF, le rapport de la Cour des comptes sur comment est utilisé l'argent public et voilà, et l'application de la gestion de crise comme pilier de la politique des pêches. Il faut absolument sortir de ça et pouvoir connaître la vision du gouvernement pour le secteur de la pêche en France au-delà de 2017, c'est-à-dire dans 10 ans, dans 20 ans, c'est ces questions-là qu'il faut qu'on se pose. Et la préoccupation majeure aujourd'hui, quand on rencontre les décideurs politiques, différents ministres sur le sujet, ou députés, c'est la préservation des emplois. C'est vraiment ce qui ressort, et c'est compréhensible, c'est vraiment le seul grille de lecture qui est appliquée aujourd'hui. Or, on ne peut pas garantir que la pêche sera un secteur qui sera toujours pourvoyeur d'emplois si on ne se donne pas les moyens d'atteindre les objectifs de la PCP, c'est-à-dire une pêche durable d'un point de vue environnemental qui garantisse sa rentabilité économique sur le long terme. Cela dit, un des points positifs de la PCP, qui a été récemment adopté, ça a été la participation de nouveaux acteurs dans son processus d'élaboration, à commencer évidemment par le Parlement européen, qui jusqu'ici n'avait pas son mot à dire sur les politiques de pêche, c'est-à-dire que tous les élus qui représentent le peuple d'Europe n'avaient pas leur mot à dire sur la façon dont on devait gérer un bien commun. Alors maintenant, ils peuvent donner leur avis et on le prend en compte, ce qui est une bonne chose. Les ONG ont énormément participé au processus d'élaboration de la PCP et également aussi des nouveaux acteurs qu'on n'avait pas vus jusqu'ici, qui sont les représentants de la petite pêche, qui se sont récemment structurés au niveau français au sein de la plateforme de la petite pêche française, mais également au niveau européen, au sein d'une association qui s'appelle LIFE, pour Low Impact Fishermen of Europe. Voilà. Et le résultat de l'intégration de ces nouvelles parties prenantes dans le dialogue et le débat, c'est une PCP qui globalement va dans le bon sens, qui est cohérente, ambitieuse et qui a su hiérarchiser ses objectifs en affirmant que la bonne santé économique du secteur repose sur la bonne santé écologique des écosystèmes marins. Et donc, il serait très positif que le dialogue avec l'ensemble des acteurs puisse être maintenu. Et donc, évidemment, je regrette le fait que les représentants du Conseil national de la pêche soient partis ce matin, parce que je pense que ce dialogue est crucial si on veut mener à bien une réforme des droits d'accès à la ressource. Et on attend en tant qu'ONG de la part de l'administration des pêches et du ministre en charge de la pêche ou de son successeur une décision pour ouvrir ce travail qui mérite la participation de l'ensemble des acteurs. Je vous remercie. Merci Madame. Je pense que vous aurez peut-être des commencements de réponse tout à l'heure. Madame Nouvian. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que le thème aujourd'hui c'était la PCP et en fait le règlement pêche profonde est toujours un peu l'enfant mal loti
de cette question, puisque c'est un petit règlement qui est beaucoup plus récent, qui date de 2002, qui est aujourd'hui en cours de réforme. Et du coup, comme on connaît assez bien chez Bloom le règlement pêche profonde, et que pour le coup, contrairement à la PCP, la réforme n'est pas terminée, elle est en cours. Je me suis dit que je n'allais pas vous parler de PCP, puisque je n'étais pas compétente de ça, mais plutôt du règlement pêche profonde. Ce dossier, en effet, est assez, je pense, emblématique, même s'il est récent, d'une grande difficulté qu'on a eu à poser un constat. Et Monsieur Cléache faisait partie des suites du Grenelle de la mer, avec une commission qui s'est assez mal déroulée. Et en même temps, depuis, on a quand même fait du chemin. Les choses ont avancé, puisqu'évidemment, les pêches profondes sont particulièrement problématiques. Les espèces, évidemment, il n'y a pas de lumière. Les milieux sont extrêmement vulnérables du fait de l'absence de lumière et donc du très faible niveau de nourriture disponible pour les organismes. Donc on a de faibles taux de reproductivité, des fécondités faibles, des croissances qui sont très lentes, des longévités qui sont extrêmes. Donc les problèmes qui ont été décrits par les chercheurs aujourd'hui sur les difficultés à atteindre la rentabilité et une exploitation durable se pose particulièrement de façon cruciale avec les pêches profondes, puisqu'il faut aller chercher plus loin, plus profondément, une ressource qui est particulièrement vulnérable. Donc le règlement pêche profonde est un règlement qui est donc séparé du reste et qui est en cours de réforme, et la Commission européenne a proposé des mesures fortes pour essayer de régler des problèmes qui se posent de façon tout à fait criante. Et l'une de ces propositions, c'était d'interdire le chalutage profond. La proposition de la Commission européenne, c'était une proposition qui était basée sur une définition des espèces profondes par rapport à un pourcentage, par rapport aux captures globales du navire. Au Parlement européen, le rapporteur Arsenis, en commission pêche, a proposé une interdiction basée sur une profondeur. Les chercheurs disent que les océans profonds commencent à 200 mètres de profondeur parce qu'il n'y a plus de lumière, mais 200 mètres, il y a quand même beaucoup de pêche aujourd'hui. Donc la proposition du Parlement, la première proposition, c'était d'interdire le chalutage profond, donc d'interdire une méthode de pêche et non pas toute la pêche. J'insiste sur ce point. Au-delà de 400 mètres de profondeur, cette option n'a pas été retenue par la commission pêche. Et en vue du vote en plénière du Parlement, c'est une interdiction encore plus profonde qui a été proposée à 600 mètres de profondeur, qui a été, donc le vote a été perdu en fait pour cette interdiction de la méthode de pêche à 9 voix près, qui en effet après des députés ont changé leur vote. Donc dans les archives du Parlement, finalement, le Parlement a voté l'interdiction du chalutage profond, mais le processus absolument légal indique que le vote a été perdu. En revanche, le Conseil, donc les États membres de l'Europe, sont en train de discuter de ce dossier, qui n'a pas été discuté pendant très longtemps, pendant plus d'1 an et demi, depuis la proposition de la Commission européenne, donc un temps quasiment record de blocage du dossier, et en même temps, l'agenda était très chargé avec la PCP et le FEAMP. Donc bon, maintenant, on y est. Et enfin, donc c'est très important, et on voit que de cette situation de blocage qui a caractérisé le débat en France pendant de nombreuses années depuis le Grenelle de la mer, on a enfin, notamment grâce à la mobilisation des citoyens, qui a été en effet très forte par le biais de la pétition qu'on a mise en ligne, mais pas seulement, puisque j'insiste sur le fait que nous avions fait un sondage BVA, en fait, sur la volonté des Français de voir leur président de la République porter cette interdiction, soutenir l'interdiction du chalutage profond telle qu'elle avait été proposée par la Commission européenne. Et ce sondage s'est arrêté au moment où cette jeune femme a mis en ligne sa BD qui est devenue célèbre sur le chalutage profond. Et donc le sondage donnait avant le 18 novembre, avant la mise en ligne de la BD, que 71% des Français désiraient que M. Hollande soutienne l'interdiction du chalutage profond. Donc ça correspond et ça montre qu'en effet la société civile s'intéresse aussi à l'impact de nos modes de production sur l'ensemble des écosystèmes. Et donc on refuse en gros des pêches qui sont associées à des coûts trop élevés. C'est en ça que le message est intéressant. Et les ONG ont salué la décision du groupe Intermarché, qui est évidemment l'acteur le plus important en France pour cette pêche au chalut profond, le 30 janvier, ou le 31 janvier, exactement le vendredi matin, donc il y a très peu de temps. Intermarché a annoncé que ces bateaux allaient se limiter à 800 mètres de profondeur d'ici 1 an. Donc ils ont vraiment étudié leur cas
pour essayer de concilier, en effet, un volume de poissons dont ils ont besoin, donc leur activité, ne pas la mettre en péril, ne surtout pas mettre en péril l'emploi, puisqu'en effet, c'est la préoccupation principale des élus, notamment dans le territoire, et notamment ce port de l'Orient qui était plus dépendant que les autres des espèces profondes, même si celles-ci ne représentent que 3% de l'ensemble des poissons qui sont transformés sur le port de l'Orient. Ils représentent quand même une partie importante de la criée. Donc voilà, Intermarché, en faisant cette annonce, a montré qu'on pouvait négocier avec les ONG, qu'on pouvait discuter, que même si on prenait parfois des positions dures, eh bien, on était capable de revenir à des choses négociées, à des compromis, de réels compromis. Bien entendu, pour nous, 800 mètres, c'est trop profond. Dans le meilleur des mondes, il faudrait que ces chaluts remontent. Et peut-être que cette discussion va avoir lieu puisque nous allons entamer un dialogue avec cette enseigne et avec leur flotte de pêche pour essayer d'aller dans le sens de l'esprit d'ailleurs de la PCP, c'est-à-dire une collaboration plus forte avec le secteur. Donc je ne vais pas réitérer le fait que je suis vraiment très déçue que le secteur ne soit pas là, parce qu'en fait, j'avais l'intention, justement, de tendre la main. C'est-à-dire de dire, bon, maintenant, est-ce qu'on est capable de transformer nos rapports pour essayer d'aller vers plus de, comme avec l'administration d'ailleurs, d'aller vers plus de collaboration, plus de transparence, pour aller vers on va dire, des choses qui sont et objectives et raisonnables. Et interdire le chalutage profond comme méthode de pêche, au-delà de 800 mètres de profondeur aujourd'hui, c'est vraiment une mesure raisonnable. C'est-à-dire que la crainte que j'ai pour l'issue de ce règlement pêche profonde au niveau européen, ce serait que les législateurs se retrouvent à légiférer de façon moins ambitieuse que ce que le secteur lui-même est capable de faire ou propose. Donc, notamment en France, puisque Intermarché était la flotte, on va dire, emblématique de cette pêche profonde, on voit qu'Intermarché est capable d'avancer, de porter des décisions qui sont déjà ambitieuses par rapport à leur réalité opérationnelle. Eh bien, on attend évidemment à ce que la décision politique de la France écoute d'abord la demande des citoyens et évidemment prenne en compte, prenne acte de cette décision du secteur. Il y a eu et j'insiste sur quelque chose parce que pendant toute cette réforme qui n'est pas terminée du règlement pêche profonde, il y a vraiment eu une crainte très forte de la part du secteur et des professionnels que ce précédent, que cette interdiction du chalutage profond serve de précédent pour commencer à attaquer tout le chalut et que ce soit en fait l'objectif caché des ONG de faire la peau au chalut de fond en général. Le chalut de fond, comme on l'a vu ici, comme on le voit dans tous les rapports, il est critiqué pour des impacts écosystémiques, pour sans doute des problèmes aussi de rentabilité avec une part dans le chiffre d'affaires du carburant qui est peut-être trop élevé, etc. Donc il y a une réalité économique, une réalité écologique. Dans certaines conditions, il semblerait que le chalut soit parfaitement acceptable parce que les écosystèmes sont transformés depuis très longtemps et se sont stabilisés à un niveau de productivité pour certaines espèces. Nous, on n'est pas des spécialistes du chalut en général. Il y a des critiques. On ne va pas commencer à se taire sur les critiques qui existent. En revanche, il est très clair que ce n'est pas notre objectif. Et je le dis vraiment publiquement. Je profite de l'opportunité que vous nous offrez pour dire que ce n'est pas l'objectif des ONG de partir en guerre contre tout le chalut après ça. Ce n'est pas dans nos programmes. Ce n'est pas notre objectif. Et on n'a aucune intention d'utiliser cette interdiction du chalutage profond en Europe comme précédent pour se battre contre tout le chalut. Notre objectif, c'est de faire interdire le chalutage profond au niveau mondial. Et ça va être un combat qui va prendre une vie. Et donc, ce qu'on veut, c'est faire ça. Et c'est pas du tout partir en guerre. Et donc, j'espère que les pêcheurs regardent par Internet cette intervention et qu'ils seront rassurés et que, de toute façon, ils pourront me prendre au mot puisque je pense qu'on peut annoncer cela de façon très ferme. Voilà, simplement, je pense que je n'ai plus grand-chose à ajouter à part que on a entendu parler en France de beaucoup d'impacts sur un grand nombre de navires, etc. Et je pense qu'il serait bon, on appelle de nos voeux depuis longtemps, une saisine de l'Ifremer, puisque le système d'information halieutique, le SIH, a exactement le nombre de navires qui opèrent dans quelle zone, avec quel métier, et au-delà, et en fonction des seuils bathymétriques. Et en fait, pour avoir vraiment une opinion très claire et très objective du nombre de bateaux qui seraient affectés par le règlement européen si l'interdiction du chalutage profond passait, il faudrait savoir, en fonction de certains seuils qui peuvent être négociés au Conseil,
400, 600, 800 mètres. Quels sont le nombre de navires qui opèrent aujourd'hui avec des chaluts de fond? Quelles sont leurs captures? Quelles sont la part, voilà, et la part des prises accessoires dans leurs captures? Ce sont des données qui sont objectives et qui sont très importantes. Et puis pour terminer, voilà, pour dire que il avait été acté au moment de la conférence environnementale en septembre dernier, à une table ronde sur la biodiversité marine qui avait été coprésidée d'ailleurs par le ministre de la Pêche, Frédéric Cuvillier, que la position française sur le règlement pêche profonde, qui doit être rendu au Conseil à Bruxelles pour le 14 février, devait être établie en collaboration et en association avec justement toutes les parties prenantes. Donc les ONG sont tout à fait disposées à discuter de cette position française, en espérant que le secteur soit d'accord pour qu'on porte cette interdiction du chalutage profond à une profondeur qui est déjà très élevée, mais qui nous semble être un standard environnemental à minima, et sans lequel on trouverait difficile pour la France de continuer à afficher des ambitions très fortes en termes de défense de la biodiversité marine en haute mer. Parce que c'est compliqué d'aller faire la leçon, entre guillemets, au niveau international aux nations pour leur dire que c'est nous les champions de la protection de la biodiversité. Et quand il s'agit de balayer devant sa porte, en Europe, avec des mesures concrètes qui s'appliquent chez nous et à nos flottes, on n'est absolument pas d'accord pour prendre des mesures qui, a priori, justement, n'impactent que très très peu de bateaux. Et encore, Intermarché nous a montré qu'on pouvait ajuster avec intelligence ces mesures. Donc voilà nos espoirs. Nous sommes tout à fait, au contraire, ouverts au dialogue et très heureux de voir que ce dialogue, quand même, a lieu, globalement, beaucoup plus qu'avant. Donc merci de nous donner cet espace-là. Merci Madame Nouvian. Eh bien, vous voyez, il y a quand même du positif. On peut garder un peu d'espoir. Enfin, il reste encore des enjeux lourds. Et je voudrais donc maintenant, à ce stade de la matinée, donner la parole tout d'abord à M. Friès, directeur pour l'Atlantique, les régions ultra-périphériques et l'Arctique à la Commission européenne, pour nous parler de ce qui est, de ce qui vient d'être fait et de l'avenir. Merci, Monsieur le Président. Je me propose peut-être de commencer avec un très bref constat de la situation actuelle en 2014, où on est maintenant, par rapport à la situation perçue il y a 7 ans, en 2007, dans le rapport qui est le point de départ de cette audition. Nous pensons qu'aujourd'hui, les arguments qui montrent une crise, qui montreraient une crise de la pêche, qui était peut-être pertinent en 2007, en raison des stocks surexploités ou épuisés, sont beaucoup moins pertinents aujourd'hui, au moins dans les eaux européennes. On a déjà entendu et vu les chiffres dans d'autres présentations. J'ai mis ici un tableau très, très simple qui montre le nombre de stocks pêchés en conformité avec ce fameux rendement maximum durable, RMD, donc la mortalité des pêches au niveau RMD, qui est passé de 6% en 2015 à 61% en 2013, 61% des stocks. Vous verrez que les lignes se sont croisées il y a un an. Donc, on est dans une situation actuelle qui montre une exploitation beaucoup plus durable qu'il y a quelques années. Ce n'est pas dû au hasard, ça résulte, à notre avis, d'une application cohérente et effective des instruments de conservation que nous avons à notre disposition, tels que des plans de gestion à long terme qu'on a mis en place pour pas mal de stocks en difficulté. Les TAC et quotas qu'on a mentionnés, un instrument clé qui est parfois difficile à gérer, difficile à trouver des compromis et des solutions au Conseil des ministres, mais on a utilisé cet instrument, à mon avis, effectivement dans les années passées. Les limites d'effort qui complémentent ces TAC et quotas
des mesures techniques et des zones fermées. Une chose clé est que depuis quelques années, les propositions de la Commission européenne pour les TAC et quotas, pour les mesures de gestion des stocks, sont basées sur la science, sur les avis scientifiques. Ça ne veut pas dire que les résultats, comme tels que arrêtés par le Conseil des ministres, sont toujours basés sur des éléments scientifiques. Il y a des jugements à faire, des arbitrages à faire, mais le point de départ est toujours la science. Et c'est un principe important qui, à mon avis, a mené à cette évolution positive. Donc, je passe peut-être juste à parler de 3 objectifs de cette réforme de la pêche, du règlement de pêche européenne qu'on vient de conclure. Et donc d'abord, encore un mot sur ce principe de rendement maximum durable. C'est clairement un élément clé de la réforme, un objectif clé de la réforme. On vient de le dire déjà. Donc, notre objectif commun est d'atteindre d'ici à 2015 un taux de rendement maximum durable et pour les stocks pour lesquels ce n'est pas possible sur une base incrémentale progressive au plus tard d'ici 2020. Pourquoi cet objectif de R&D aura des bénéfices également économiques? On vient de soulever le lien dans le débat, le lien entre l'approche écosystémique et la question du rendement économique. C'est une histoire très simple, en effet, très banale, très simple. Si un pêcheur se déplace vers une pêche au taux RMD, il va devenir plus rentable parce que d'abord, la taille des stocks augmentera dans le moyen terme, donc il y a simplement plus de poissons à pêcher, davantage de poissons à pêcher. Deuxièmement, avec des stocks plus importants, l'effort de pêche diminuera, donc il faut sortir moins fréquemment, dépenser moins de gazole, de ressources pour pêcher les mêmes quantités. La qualité de capture va augmenter. On peut cibler les poissons qu'on veut pêcher, les tailles qu'on veut pêcher, et la stabilité de la pêche va augmenter. Donc, moins de ups and downs, moins de fluctuations dans les quantités. Et c'est surtout ça ce que le secteur de pêche souhaite et a besoin, comme chaque secteur économique, c'est un degré de stabilité. Ça ne se fera pas sans des adaptations. Donc, on vient de dire aussi dans le premier panel que pour quelques stocks, on aura besoin et pour pas mal de stocks, on aura besoin d'une réduction des prises initiales pour atteindre ce niveau qui alors va rester stable. Il y a des histoires de succès très claires. On a parlé du stock du merlu du Nord, qui a été géré selon les termes d'un plan de gestion qui a mené à une réduction des prises assez substantielle et qui maintenant va bien et qui donne des récoltes, des prises, des revenus qui sont beaucoup supérieurs à ce qu'il y avait auparavant. Donc il y a des success stories et donc la conséquence dans l'ensemble de la politique européenne de la pêche est que l'utilisation de l'aide européenne, donc du fonds structurel européen pour la pêche, peut être recentrée et mieux ciblée sur des mesures qui protègent plutôt davantage l'environnement, qui aide à la pêche de devenir encore plus sélective, qui aide les pêcheurs artisanaux, les jeunes. Donc, moins de subventions telles quelles pour le secteur, plus de mesures ciblées parce que si on pêche à un niveau durable, le secteur va être plus viable et plus profitable.
Donc ça, c'est la logique. Le deuxième objectif de cette réforme est d'établir un équilibre stable et durable entre la capacité des flottes réelles et les possibilités de pêche réelles. On a parlé beaucoup de la dite pression de pêche, donc c'est une question d'équilibre. Et donc, d'une part, beaucoup reste à faire, mais de l'autre part, des progrès importants ont été réalisés dans ce domaine depuis 2002 pour combler cet écart entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche. Spécifiquement en France, on peut voir, j'ai mis un tableau, que effectivement tous les indicateurs montrent une tendance positive, en particulier à partir de 2010. Donc à un moment où les revenus ont augmenté considérablement, donc les secteurs semblent être, selon les chiffres que nous avons, plus rentable, et je pense que c'est aussi une conséquence d'une gestion plus saine et plus durable de la ressource. Et donc, ceci a été réalisé après plusieurs années successives d'adaptation, de réduction des flottes. Une chose qui ne doit pas se faire d'une manière brutale, radicale, qui doit être gérée, qui doit être liée à la conservation de la ressource, des stocks de poissons. Il y a en France un plan de gestion et d'ajustement d'efforts de la pêche qui a justement ça pour objectif et qui, à mon avis, va encore, à titre de nouveau règlement du Fonds européen de la pêche, mener à une adaptation supplémentaire du secteur. Voilà. Un troisième but, alors, de la réforme de la politique commune de la pêche était de donner plus de responsabilité et d'autonomie aux États membres et aux secteurs qui gèrent leur métier. Et donc, pour atteindre cet objectif, nous nous sommes engagés également à rétablir le dialogue entre les autorités, les scientifiques et l'industrie. Élément important. Donc, la nouvelle PCP, la nouvelle politique commune de la pêche, prévoit de régionaliser un certain nombre d'instruments, tels que les plans pluriannuels, les plans de rejet, donc les plans qui servent à gérer l'introduction de cette fameuse obligation de débarquement, mais aussi l'établissement des zones de reconstitution des stocks de poissons et d'autres mesures de conservation. Et donc, l'idée est fondamentalement de réduire le niveau d'intervention détaillée qui vient de Bruxelles, qui est décidé centralement par le Conseil des ministres européens, par le Parlement européen, par le Conseil des ministres, par codécision, et de le déléguer à un niveau où les différents acteurs peuvent travailler ensemble. Les acteurs au niveau des États membres, donc les États membres ensemble, et le secteur qui est impliqué dans ces processus à travers des conseils consultatifs qui eux-mêmes incluent tant l'industrie de pêche que les ONG, donc qui sont composés d'une manière pluralistique. Deuxièmement, on a fait des grands progrès concrets dans la coopération entre la science et le secteur. Il y avait les mythes que la science, les scientifiques travaillent pour la Commission européenne dans le but de faire mal au secteur pour un but qui n'est pas lié aux intérêts du secteur. C'est un mythe, c'est pas la réalité. Il y a
maintenant une bonne pratique de travailler ensemble entre scientifiques et professionnels et ONG dans les conseils régionaux consultatifs de la pêche qui existent pour tous les bassins de mer. La Commission finance un certain nombre de projets de recherche qui impliquent tant des parties prenantes que des pêcheurs, que des scientifiques, évidemment. Et la plupart des réunions scientifiques et consultatives de la pêche sont maintenant ouvertes à des observateurs de l'industrie de la pêche, y inclut quelques réunions du CIM. Je vous donne un exemple, le projet Deep Fishman qui a été conduit par IFREMER, qui était un projet de recherche financé par l'Union européenne dans le domaine de la pêche profonde et qui a fait un grand travail de collecte de données pour quelques stocks de la mer profonde, surtout le grenadier de roche et le stock du sable noir. Sur base de ce travail de collecte de données, le CIEM, donc le groupement international de scientifiques de pêche, a été en mesure de donner un avis beaucoup plus qualifié, beaucoup plus certain de l'état de ces stocks. Ceci a permis au Conseil des ministres européens de pêche européen de fixer des quotas, des TAC et quotas plus précises, mais aussi augmentées pour ces stocks. Ceci a à nouveau mené à des revenus pas mal accrus, augmentés pour certaines parties du secteur, surtout français de pêche d'eau profonde. Donc le gain économique de cette mesure seule, à la fin, effectivement, pour la pêche profonde en France, a été environ 2-3 millions d'euros, j'estime, si on multiplie le nombre de tonnes supplémentaires avec le prix par tonne. Donc, un résultat très concret d'un travail de coopération entre scientifiques et secteurs. Mais attention, ce travail concerne 2 stocks. Chez une liste d'une vingtaine, trentaine de stocks d'eau profonde pour lesquels ce travail n'a pas encore été fait, pour lesquels on a très peu de données, pour lesquels on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, et pour lesquels le risque continue, et on vient de l'entendre, que la méthode de pêcher et l'intensité des pêches peuvent faire des dégâts. Donc, un bon début, mais beaucoup plus de travail à faire et beaucoup plus d'attention à donner aussi à ce secteur. Et donc, enfin, très bref, le soutien européen pour le secteur de la pêche. Le législateur européen vient de trouver un compromis sur le nouveau fonds européen pour le maritime et la pêche, qui comprend une enveloppe de 6,4 milliards d'euros pour la période 2014-2020. Voilà, vous avez donc pu suivre cette table ronde sur l'avenir de la pêche et en particulier de la politique commune de la pêche. Tout de suite, le journal présenté par Delphine Gérard.